Déjà, les groupes se sont rassemblés. La reine et toutes les dames, les chevaliers et d'autres, car il y avait beaucoup d'hommes d'armes à droite et à gauche. Sur les lieux du tournoi, on avait installé de grandes tribunes, en bois pour la reine, les dames et les jeunes filles. Jamais on n'avait vu d'aussi belles tribunes, si longues, ni aussi bien construites. C'est là que le lendemain, toutes les dames se sont rendues après la reine pour assister à la rencontre et juger les bonnes et les mauvaises performances. Les chevaliers arrivent 10 par 10, 20 par 20, 30 par 30, en voilà 80, en voilà 90, là 100, là plus encore, là 2 fois plus. Il y a tant de monde rassemblé devant les tribunes et autour que l'on commence la mêlée. C'est pas facile parce que c'est écrit tout petit les Pléiades. Avec ou sans armure, ils se disposent pour le combat. Il y a comme une forêt de lances, car ceux qui veulent s'en divertir en ont tant fait apporter qu'on ne voit plus que lances, bannières, gonfanons. Les jouteurs s'avancent pour jouter, et ils n'ont pas de mal à trouver des partenaires parmi ceux qui étaient venus pour les joutes. Et les autres aussi se préparaient à d'autres exploits chevaleresques. Il y a tant de monde sur les prairies, les terres labourées ou en friche que l'on ne pourrait estimer le nombre de chevaliers. Il y en a trop. Cependant, pas trace de Lancelot pour cette première rencontre. Mais quand il arriva parmi les prés et que le héros le vit venir, il ne put s'empêcher de crier « Voyez celui qui va l'emporter! Voyez celui qui va l'emporter !» Et l'on demande « Qui est-ce » Mais notre homme ne veut pas le leur dire. Quand Lancelot prend part à la mêlée, à lui seul il vaut 20 des meilleurs. Car il commence à si bien jouter que personne ne peut détacher ses yeux de lui où qu'il soit. Dans le camp de Pomme-le-Goy, il y avait un chevalier preux et vaillant sur un cheval qui pouvait sauter et courir mieux qu'un cerf des Landes. C'était le fils du roi d'Irlande dont l'art de jouter était admirable d'efficacité et de beauté. Eh bien, on admirait 4 fois plus le chevalier qu'on ne connaissait pas. Tous s'inquiétaient de savoir qui est ce parfait jouteur. Or, la reine prenant à part une jeune fille habile et intelligente, lui dit « Mademoiselle, vous avez un message à transmettre. Faites-le vite, en termes brefs. Descendez de cette tribune, allez trouver pour moi ce chevalier qui porte un écu vermeil, et dites-lui à part que je lui donne pour mot d'ordre au pire. » La jeune fille s'acquitta rapidement et sagement de la mission confiée par la reine. Elle partit à la poursuite du chevalier et, s'étant approchée le plus possible de lui, elle lui dit habilement et intelligemment, sans être entendue des gens à proximité, « Seigneur, Madame la reine me fait vous communiquer le mot d'ordre suivant, au pire. » À ces mots, il répondit qu'il agirait ainsi très volontiers, en homme qui lui appartient tout entier. Alors il se précipita vers un chevalier de toute la vitesse de son cheval et manqua son coup. Dès lors, et jusqu'au soir, il n'obtint rien d'autre que les pires résultats, autant qu'il put pour plaire à la reine. Et l'autre qui vint le chercher ne le rata pas, mais le frappa d'un grand coup, pesant de toutes ses forces, et Lancelot alors prit la fuite. Depuis lors de la journée, il ne tourna le col de son cheval vers un autre chevalier. À tout prix, il évitait toute action qui ne lui eût pas valu beaucoup de honte, de blâme et de déshonneur, et il faisait mine d'avoir peur de tous ceux qui allaient et venaient. Maintenant, les chevaliers lui réservaient risées et railleries, alors qu'auparavant, ils n'avaient qu'admiration pour lui. Et le héros qui répétait « Voici celui qui s'imposera à tous en série » était très abattu et tout penaud, car il entendait les plaisanteries et les insultes de ceux qui lui disaient « Maintenant tu peux te taire, l'ami, celui-là ne l'emportera pas, il a si bien emporté qu'il a perdu tout le prestige que tu lui attribuais. » La plupart des gens font ce commentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Il était si vaillant tout à l'heure, et maintenant il est devenu une créature si craintive qu'il n'ose même pas attendre un chevalier. Peut-être n'a-t-il eu tout d'abord tant de succès que parce qu'il ne s'était jamais exercé au maniement d'armes, et alors il était si vigoureux à son arrivée qu'aucun chevalier ne pouvait lui résister, si expérimenté fût-il. Il frappait comme un fou furieux,
Et puis il s'est si bien initié aux armes qu'il n'aura plus jamais de toute son existence envie d'en porter. Il manque de courage pour en supporter davantage. C'est le plus bel exemple de fausse monnaie qui soit. La reine est loin d'en être fâchée. Elle est au contraire très heureuse, tout cela lui plaît beaucoup car elle sait bien, mais elle n'en dit rien, que c'est Lancelot à coup sûr. Ainsi, toute la journée, jusqu'au soir, il se fit passer pour un poltron. Mais le coucher du soleil mit fin à la rencontre. Au moment de se séparer, il y eut une grande discussion entre ceux qui pensaient avoir eu les meilleurs résultats. Le fils du roi d'Irlande pense que sans conteste possible, c'est à lui que reviennent toute la gloire et le premier prix. Mais il se trompe lourdement parce que beaucoup le valent. Le chevalier Vermeil, lui-même, avait plu aux dames, aux jeunes filles, aux plus nobles et aux plus belles, si bien que toute la journée elles n'avaient eu Dieu que pour lui, car elles avaient bien vu comment il s'était d'abord comporté et comment il savait être preux et hardi. Et puis il s'était montré si poltron qu'il n'osait attendre aucun chevalier au point que le plus mauvais aurait pu l'abattre et le faire prisonnier s'il avait voulu. Mais toutes et tous furent d'accord pour revenir le lendemain au tournoi, pour permettre aux demoiselles de choisir pour mari ceux qui se seraient distingués ce jour-là. Cela dit, et toute disposition prise, en conséquence, chacun regagna le logement assigné. Et là, du moins en plusieurs endroits, il se trouva des gens pour commencer à médire. Où est le mauvais des chevaliers, le moins que rien, le méprisable? Où est-il allé? Où s'est-il caché? Où le trouver? Où le chercher? Peut-être que nous ne le reverrons plus. C'est qu'il a été séduit par lâcheté, dont il a été comblé au point qu'il n'y a plus au monde de créatures plus lâches. Non sans raison, car un lâche a 100 000 fois plus de confort qu'un preux, qu'un guerrier. Lâcheté vit très à l'aise, et c'est pourquoi il a scellé l'affaire avec elle, d'un baiser en se faisant remettre par elle tout ce dont il dispose maintenant. Prouesse, elle, ne s'est pas abaissée jusqu'à s'installer chez lui ni s'asseoir à côté de lui. C'est lâcheté qui s'est réfugiée chez lui tout entière. Elle a trouvé en lui un hôte si amoureux, si serviable, que pour mieux l'honorer, il se déshonore. Telles sont les railleries par lesquelles les médisants font de lui toute la nuit des gorges chaudes. Mais souvent, tel dit du mal d'autrui qui vaut pis que celui qu'il blâme et qu'il méprise. Quoi qu'il en soit, chacun dit ce qui lui plaît. Mais le jour suivant, tout le monde était prêt et l'on revint au tournoi. La reine était remontée dans les tribunes avec les dames et les jeunes filles. Avec elle se trouvait un bon nombre de chevaliers qui ne prirent pas les armes parce qu'ils étaient prisonniers ou croisés. Alors il leur expliquait les armoiries de ceux qu'ils estimaient le plus. Il commentait: voyez-vous là ce chevalier avec un écu bandé d'or sur fond rouge? C'est Governal de Roberdic. Et voyez-vous derrière lui, celui qui a mis sur son écu un aigle et un dragon effronté? C'est le fils du roi d'Aragon, qui est venu en ce pays conquérir honneur et prix. Et à côté de lui, celui qui pointe et joute si bien avec un écu mi-parti de vert et d'azur, portant un léopard sur le vert. C'est ignorer le désiré, l'amoureux et séducteur, et celui qui porte sur son écu deux faisans bec à bec. C'est Coguillan de Motirec. Et voyez-vous côte à côte ces deux chevaliers sur des chevaux pommelés, dont les blasons sont d'un lion noir sur fond doré. L'un s'appelle Sémiramis et l'autre est son compagnon. Ils ont peint le même blason sur leur écu. Et voyez-vous celui qui porte un écu où est peinte une porte? On dirait qu'il en sort un cerf. Eh bien, c'est le roi Hyder. Telles sont les remarques faites dans les loges. Cet écu a été fait à Limoges. C'est Pylades qui l'a apporté. Il veut toujours se lancer dans la bataille. C'est son plus ardent désir. Cet autre écu a été fait à Toulouse, ainsi que les harnais et le poitrail. C'est que d'Estois qui l'a apporté. Celui-là vient de Lyon, sur le Rhône. Il n'y en a pas de meilleur sous le ciel. Il a été donné en récompense d'un très grand service à Tholas de la Déserte, qui le porte avec habileté et sait bien s'en couvrir. Et cet autre est une œuvre d'Angleterre. Il a été fait à Londres. Vous y voyez ces deux hirondelles qui semblent prêtes à s'envoler? Et il n'en est rien. Mais elles reçoivent bien des coups des armes en acier Poitevin. C'est Thoas le jeune qui le porte. Voilà comment les experts expliquent avec précision les armes des chevaliers qu'ils connaissent.
mais on ne voit pas trace de celui à qui l'on avait marqué tant de mépris. Et l'on pense qu'il s'est dérobé puisqu'il ne participe pas à la rencontre. Ne le voyant pas, la reine eut envie d'envoyer chercher dans les rangs jusqu'à ce qu'on le trouve. Elle ne voit pas pour cette mission de personne plus qualifiée que celle qui, la veille, alla déjà le chercher de sa part. Aussitôt, elle l'appelle auprès d'elle et lui dit « Allez donc, mademoiselle, prendre votre palefroid, je vous envoie au chevalier d'hier. Et cherchez-le jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Ne perdez pas de temps et dites-lui simplement qu'il doit encore jouter au pire. Et quand vous lui aurez communiqué cet ordre, faites bien attention à sa réponse. » Elle ne perdit pas de temps, car elle avait bien remarqué la veille au soir la direction qu'il prenait, ne doutant pas qu'on la renverrait le trouver. Elle parcourut donc les rangs et finit par trouver notre chevalier. Aussitôt, elle alla discrètement lui dire de se battre au pire, s'il voulait garder l'amour et les bonnes grâces de la reine, car c'était son mot d'ordre. Et lui, puisqu'elle l'ordonnait, répondit « C'est très bien ainsi. » Elle repartit aussitôt. Alors recommencent les huées des valets, sergents et écuyers qui disent en chœur « Voyez-moi cette merveille, celle du chevalier aux armes vermeilles. Le voilà revenu. Mais que fait-il là? Il n'y a pas au monde de créature aussi vile, aussi méprisable, ni tombée aussi bas. Lâcheté a tellement d'emprise sur lui qu'il ne peut rien faire contre elle. » La demoiselle est revenue trouver la reine, qui l'a pressée et harcelée jusqu'à ce qu'elle eût confirmation de la réponse. Elle en éprouva une grande joie, car elle savait désormais en toute certitude que c'était celui à qui elle appartenait tout entière, comme il lui appartenait sans l'ombre d'un doute. Elle demanda à la jeune fille de repartir bien vite d'où elle venait pour lui dire qu'elle lui donnait l'ordre, maintenant qu'elle le prie, de faire au mieux qu'il pourrait. Celle-ci lui répondit qu'elle irait aussitôt sans demander aucun répit. Elle est descendue de la tribune jusqu'en bas, à l'emplacement où l'attendait le garçon d'écurie qui lui gardait son palefroid. Elle se met en selle et va trouver le chevalier, auquel elle dit aussitôt « Maintenant, madame, vous demande, seigneur, de faire au mieux que vous pourrez. Vous lui direz qu'il n'est rien qui me semble pénible à faire du moment que cela lui convient, car tout ce qui lui plaît contente mon désir. » Alors elle ne mit pas longtemps à rapporter son message, pensant bien ravir et réjouir la reine. Elle prit le plus court chemin pour regagner les tribunes. La reine s'est levée pour aller à sa rencontre, sans pourtant descendre, car elle l'attendit en haut des marches. La jeune fille arriva et elle sut bien la contenter en lui transmettant son message. Elle commença à gravir les marches et une fois arrivée près de la reine, elle dit « Madame, je n'ai jamais vu un chevalier d'aussi bonne disposition, car il veut, sans réserve, obéir à tous vos ordres, au point que, si vous voulez savoir la vérité, il réserve le même accueil aux bons et aux mauvais sorts. » « Ma foi, dit-elle, il se pourrait bien. » Et elle retourne s'installer à la place d'où elle peut regarder les chevaliers. Alors Lancelot, sans plus tarder, saisit son écu par les courroies, brûlant d'impatience de montrer toute sa prouesse. Il redresse la tête de son cheval et le fait courir entre deux rangées de chevaliers. Bientôt, il va étonner ceux qui se sont laissés abuser et tromper et qui ont passé une grande partie du jour et de la nuit à se moquer de lui. Comme il se sent bien amusé, diverti et moqué, ayant passé son bras dans les courroies de son écu, le fils du roi d'Irlande prend son élan à grand fracas et fonce dans sa direction. Le choc des deux chevaliers est tel que le fils du roi d'Irlande n'est pas prêt d'en redemander. Il a brisé et mis en miettes sa lance, car il n'a pas frappé sur de la mousse, mais sur du bois sec et dur. Et Lancelot lui apprend à l'occasion de cette joute un tour de sa façon en lui coinçant le bras derrière l'écu et en le poussant de ce côté pour le faire tomber de cheval. Aussitôt, dans les deux camps, les chevaliers passent à l'action à force d'éperons, les uns pour venir au secours du fils du roi d'Irlande, les autres pour le bloquer. Les premiers pensent venir en aide à leur seigneur, mais ils sont désarçonnés au cours de la mêlée, de toute la journée. Gauvin s'abstint d'intervenir dans la mêlée aux côtés de l'autre camp, car il prenait tant de plaisir à regarder les prouesses du chevalier aux armes vermeilles qu'à ses yeux,
elles éclipsaient les prouesses réalisées par les autres. Par comparaison, celles-ci perdaient toute valeur. Alors le héros reprit de l'assurance et se mit à crier pour être entendu de tous. « Le voilà venu, celui qui l'emportera. Aujourd'hui, vous allez voir ce qu'il va faire. Aujourd'hui va se révéler sa prouesse. » Alors le chevalier redresse la tête de son cheval et il pique des deux en direction d'un chevalier très élégant qu'il frappe avec une telle force qu'il le fait bouler de son cheval, à plus de 100 pieds de là. Il commence à se servir si bien de son épée et de sa lance que personne dans l'assistance n'échappe au ravissement du spectacle. Même les combattants y prennent plaisir et s'en réjouissent, car il est très plaisant de voir la manière dont il fait trébucher pêle-mêle chevaux et chevaliers. Il est rare qu'un chevalier qui l'aborde puisse rester sur sa selle. Il distribue les chevaux ainsi gagnés à tous ceux qui en veulent. Alors ceux qui récemment se moquaient de lui disent maintenant « Nous sommes perdus et déshonorés. Nous avons eu grand tort de le mépriser et de le dénigrer. Assurément, il vaut bien au moins 1 millier de ceux qui se trouvent sur ce champ de bataille. Il a vaincu et dépassé tous les chevaliers du monde. Pas un seul ne fait le poids face à lui. » Et les demoiselles, dont les yeux sont pleins d'admiration pour lui, disaient qu'elles étaient par sa faute condamnées au célibat, car elles n'osaient plus compter sur leur beauté, ni sur leur richesse, ni sur leur pouvoir, ni sur leur noblesse pour que ce chevalier daigne prendre l'une d'entre elles. Leur beauté et leur dot ne sont pas à la mesure de son mérite. Et pourtant, la plupart font en secret le vœu que, si elles ne se marient pas avec lui, elles ne se marieront pas cette année et refuseront d'accepter tout autre homme comme maître et seigneur. Or, la reine, en entendant ces prétentions, retient un sourire et un commentaire moqueur. Elle sait bien que même si on étalait devant lui tout l'or d'Arabie, la meilleure d'entre elles, la plus belle et la plus élégante, ne réussirait pas à se faire élire par celui qui éveille chez toutes la même envie. Comme elles ont toutes le même désir, chacune voudrait que cet homme soit à elle, et chacune est jalouse des autres comme si elle était déjà son épouse. C'est qu'elles le voient si adroit qu'elles ne peuvent s'imaginer ni croire, tant elles sont éprises, qu'un autre chevalier puisse en faire autant. Il fit tant et si bien qu'au moment de se séparer, dans les deux camps, on convint que vraiment, il n'y avait personne de comparable à celui qui portait l'écu vermeil. Tous dirent la même chose, et c'était la vérité. Mais en s'en allant, il laissa tomber son écu dans la foule, là où elle était apparemment la plus dense, ainsi que sa lance et sa couverture. Puis il partit à toute allure. Il partit donc à la dérobée, de sorte qu'aucun des personnages de cette assemblée encore présent, qu'aucune des personnes de cette assemblée encore présente ne s'en rendit compte. Et s'étant mis en route, il retourna le plus rapidement et le plus directement possible à son point de départ pour s'acquitter de sa promesse. À l'issue du tournoi, tout le monde le chercha et demanda de ses nouvelles, mais on n'en trouva aucune trace car il s'était enfui, ne tenant pas à ce qu'on le reconnaisse. Les chevaliers en furent très chagrinés et très contrariés, mais ils auraient fait fête, car il lui aurait fait fête s'il avait été accessible. Mais si les chevaliers regrettèrent qu'il les eût ainsi abandonnés, les demoiselles, en l'apprenant, en furent encore bien plus accablées. Elles déclarèrent que par Saint-Jean, elles ne se marieraient pas de l'année, puisqu'elles n'avaient pas celui qu'elles voulaient. Elles en tenaient tous les autres pour dispenser. Ainsi se termina le tournoi, sans qu'aucune n'eût pris de mari.